Bonsoir à vous, merci d'être venus nombreux pour ce nouveau débat. Vous êtes toujours nombreux pour venir écouter nos intervenants rebondir sur les controverses du moment dans le champ de l'art. Celle-ci, on ne sait pas encore où elle va tomber, cette controverse, mais on va peut-être en avoir avec les invités prestigieux que nous avons réunis ce soir. Donc je remercie la DAGP une fois de plus de son accueil parfait. D'habitude, je vous gratifie d'une très longue introduction, mais là, comme on est très nombreux, que le programme est très fourni ce soir, je vais poser les termes du débat de manière rapide, esquissée, puisqu'on a la chance d'avoir des invités qui vont nous permettre d'explorer ensemble, finalement, toutes les facettes de ce riche débat que j'ai appelé Papilles et pupilles, en ignorant qu'il y avait un blog qui portait ce nom-là, honte sur moi, mais ça m'a semblé être un bon titre pour titiller votre désir de venir pour nous écouter sur les relations entre la cuisine et l'art. Comme je l'ai écrit dans l'invitation qu'on a envoyée pour ce soir, ce n'est qu'au début du 19e siècle que les termes art et cuisine ont été rapprochés, en général dans des titres de recueils de recettes, dont celui, un des plus connus, d'Antonin Carême, qui écrit, je voulais vous le citer, en 1815 dans Le Pâtissier pittoresque, les beaux-arts sont au nombre de 5, à savoir la peinture, la sculpture, la poésie, la musique et l'architecture, laquelle a pour branche principale la pâtisserie. Cependant, à cette époque-là, art était le plus souvent utilisé comme un synonyme de science, en tout cas dans le champ de la gastronomie, jusqu'à ce qu'en 1907, Escoffier a entrepris de les distinguer en déclarant que la cuisine, sans cesser d'être un art, deviendrait scientifique et devrait soumettre ses formules empiriques trop souvent encore à une méthode et à une précision qui ne laisseront rien au hasard. Dans les années 1960, le sculpteur nouveau-réaliste Daniel Echeverri a lui introduit le hit art, qui s'occupait de nourriture et d'habitudes alimentaires, qu'il introduisait à l'intérieur de la création artistique. Au départ, c'était par l'intermédiaire de ces célèbres tableaux pièges sur lesquels il fixait des reliefs de repas qu'il plaçait à la verticale au mur. Mais en 68, il ouvre à Düsseldorf son propre restaurant, où il invite des amis artistes à composer des menus. Dorothée Sels, dont on dégustera tout à l'heure les créations, y a notamment participé. Ensuite, il a édité des créations sculpturales comestibles, dont par exemple un gigantesque pain d'épices avec un glaçage multicolore de l'artiste pop Richard Lindner, ou les sucettes de César en forme de pouce. On pouvait sucer son pouce en chocolat ou en caramel. Puis dans les années 70, cette forme de restaurant, finalement, s'est développée dans le champ artistique, notamment à travers le projet Food en 71 à New York, où le sculpteur Gordon Matta Clark crée lui aussi un restaurant, mais avec une dimension sociale, notamment pour venir en soutien de la communauté artistique. En France, comme je l'ai là aussi rappelé dans l'introduction, en 84, Jack Lang, le flamboyant Jack Lang, qui est pour l'extension du domaine de la culture à tout va, crée une mission des arts culinaires et intègre la promotion de la gastronomie aux missions de la délégation aux arts plastiques, qui est devenue aujourd'hui la DGCA, où Nicolas Bourriaud d'ailleurs a officié. Mais à l'époque, je ne crois pas que tu aies eu des actions déterminantes en matière de gastronomie. La mission s'est évaporée, mais on pourra en parler. J'ai aussi noté comme jalon en 2007 l'ouverture en même temps que le nouveau musée, le Macval à Vitry, d'un restaurant important, le Transversal, avec le chef Inaki Aïspitarte, avec lequel Nicolas Bourriaud aussi a eu l'occasion par la suite de collaborer, qui est maintenant le chef du Châteaubriand. Et je crois que c'était une nouvelle étape dans une synergie possible entre des lieux d'art et des lieux de gastronomie ou de cuisine. Et enfin, en 2013 et 2019, dans 2 étapes, Nicolas Bourriaud, ici présent, a organisé les premières grandes expositions réunissant les créations de chefs et d'artistes. Il nous le dira tout à l'heure. Alors il me semble qu'aujourd'hui, où d'abord la gastronomie et la cuisine ont pris une place considérable dans la culture et où certains chefs se revendiquent ou sont considérés comme des artistes, notamment à la suite de toute l'histoire que je viens de vous raconter très brièvement, ça m'a semblé intéressant, ainsi qu'à la DAGP, d'organiser un débat sur ce thème. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons de nombreux intervenants que je vais vous présenter maintenant rapidement par ordre alphabétique. Après, on leur donnera la parole. Et puis enfin, à la fin, comme toujours, j'espère, on aura un temps passionnant de débat avec vous. Donc, à ma gauche, Emeline Aubry, qui est une ancienne DJ de musique latino, m'a-t-on dit, et surtout une cuisinière formée auprès de grands chefs dont la cuisine est proche dans l'esprit de certains de ses amis comme Amandine Chéniaud ou Yannick Aleno. Et qui a créé, et c'est pour ça qu'elle est là ce soir notamment, la table de l'atelier, qui est une sorte de restaurant éphémère, événementiel,
dans l'atelier du peintre Olivier Masmonteil. Et ils organisent ensemble des dîners pour une douzaine de convives où la cuisine imaginée par Emeline Aubry répond aux œuvres de l'artiste qui sont sur les murs de l'atelier. Qui est mon mari, en fait. Je le signale comme ça. C'était pas à moi de le dire. Et par ailleurs, Emeline Aubry a été finaliste au championnat du monde de pâté-croûte 2021 et développe d'ailleurs une activité autour, je crois, de la confection de pâté-croûte saisonnier. À ma droite, Mireille Blanc, vous avez vu qu'on a fait un plan de table. Hein. On a alterné très sagement les hommes et les femmes ce soir à la tribune. Mireille Blanc est peintre, ancienne élève de l'École des Beaux-Arts de Paris, notamment représentée par la galerie The Pile à Istanbul et la galerie d'Ansara Benichou à Paris. On verra quelques images de ces tableaux, bien que d'habitude, j'aime pas projeter trop d'images, mais on a fait une exception pour nos deux créatrices ce soir. En mars 2021, dans Beaux-Arts Magazine, le journaliste Julie-Kaël Lavrador l'avait placé parmi les peintres de la vie quotidienne en soulignant sa texture onctueuse de ses peintures, qui est effectivement très caractéristique et dont il disait qu'il creusait la surface des images pour plonger dans les méandres de la mémoire affective. Alors effectivement, comme on le sait, la nourriture tient toujours une place éminente dans ces sujets et dans la mémoire affective et dans la peinture donc de Mireille Blanc, notamment les desserts, les gâteaux, les glaces, les fruits, mais aussi j'ai noté les huîtres et même les Kinder. C'est en tant que peintre et aussi en tant que maman d'ailleurs parfois que la nourriture fait irruption dans la peinture de Mireille Blanc. Nicolas Bourriaud, ici, tout à fait sur votre gauche. Nicolas est critique d'art, théoricien, commissaire d'exposition, co-créateur puis directeur du Palais de Tokyo en 1999. Puis il a été directeur notamment de l'École des Beaux-Arts de Paris et du MoCo de Montpellier jusqu'en 2021. J'avais prévu de dire, et je vais le dire, que c'est le seul commissaire d'exposition français dont les concepts et expositions ont eu un véritable retentissement international ces 20 ou 30 dernières années, notamment celui qui l'a rendu célèbre, l'esthétique relationnelle, qui a été publié en 1998. Il est d'ailleurs, Nicolas a été cité dans The Square de Ruben Östlund, le film qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes 2017. C'est un titre de gloire. Il vient maintenant de fonder l'agence Radican, qui est une coopérative curatoriale, et il a été commissaire de deux expositions importantes que j'ai évoquées dans mon introduction sur les liens entre l'art et le processus culinaire, qui s'intitulaient toutes les deux Cookbook, une aux Beaux-Arts de Paris et l'autre au MoCo de Montpellier. Ensuite, je voudrais présenter Jean-Paul Lebranlard, qui lui n'est pas à la tribune parce qu'il va parler ici. Voilà, il est ici, à la petite table, devant son futur pupitre d'où il va s'exprimer. Merci. Vous êtes maître de conférence, enseignant-chercheur à la faculté de droit Jean Monnet, rattaché au CERDI ou au CERDI, Centre d'études et de recherche en droit de l'immatériel. Après une thèse consacrée au rapport entre le sexe et le droit, vous enseignez le droit alimentaire à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous avez publié en 2014 La table et le droit, qui rassemblait les grandes jurisprudences relatives à la cuisine, que vous commentiez pour inviter le lecteur à la réflexion sur la relation, je vous cite, existant entre le palais de la bouche et le palais de justice. Et vous ferez une introduction dans ce haut lieu du droit d'auteur et du droit des artistes sur justement cette question très passionnante du droit de l'alimentation et notamment de la création des recettes de cuisine et du cuisinier comme auteur. Voilà, j'ai bientôt terminé. Benoît Peters, qui est ici sur votre droite, qui est bien connu de tous les amateurs de bande dessinée, mais pas seulement, aussi de cinéma, de littérature. Il a des activités multiples. Il s'est fait connaître dès sa thèse consacrée aux bijoux de la Castafiore, l'album de Tintin, qui était sous la direction de Roland Barthes, on en reparlera peut-être, puis de nombreux travaux sur Hergé et Tintin. Mais il écrit également des scénarios de bande dessinée, notamment avec son ami d'enfance François Schuiten, avec lequel il a signé une saga best-seller, Les Cités Obscures. Mais ces activités d'écriture comprennent aussi des récits, des essais. Vous êtes aussi cinéaste, vous avez fait des documentaires et vous êtes commissaire d'exposition. Dans l'album Comme un chef, paru en 2018, dessiné par Aurélia Orita, on a découvert, enfin moi en tout cas j'ai découvert, et je pense beaucoup de lecteurs, les aventures de votre jeunesse comme chef à domicile. C'est pour ça que nous avons écrit que vous étiez écrivain et ancien chef à domicile. Malheureusement, je crois que vous ne fichiez plus que pour une poignée maintenant d'amis. Et vous êtes un grand amateur et commentateur de cuisine, un critique gastronomique culinaire, on va dire, amateur, tablier que vous avez endossé de nouveau en 2020 en publiant une longue conversation passionnante avec le chef Michel Guérard, chez Albin Michel, sous le titre Michel Guérard, Mémoire de la cuisine française. Voilà, donc je crois que j'ai présenté nos intervenants. Je parlerai tout à l'heure de Dorothée Sels, l'artiste qui a préparé le buffet que la DHGP nous offrira en suivant. Alors, pour
peut-être commencer le débat. J'ai envie de me tourner tout de suite vers un écrivain, quelqu'un qui va nous faire le récit peut-être de cette histoire, Benoît Peeters. Vous avez un peu cette double casquette, vous racontez dans l'album Comme un chef, comment votre jeunesse a été marquée par à la fois vos études de sémiologie, la littérature, la bande dessinée et la cuisine. Donc je voudrais que vous nous racontiez un petit peu la manière dont ces passions finalement ont pu cohabiter et finalement converger. J'ai été, si j'ose dire, un converti à la cuisine, puisque je n'avais pas grandi dans une famille qui attachait une grande importance. On se nourrissait correctement, mais quand on allait au restaurant, c'était quelque chose de simple. Et j'avais, lorsque j'étais étudiant, un ami qui était non seulement un passionné de nouveaux romans, de Deleuze et d'autres choses, mais qui, grâce à son père, avait dès le plus jeune âge découvert un certain nombre de grandes tables dont il me parlait. Et c'est par la lecture que je les ai d'abord approchés. Donc j'ai été notamment lecteur d'Hugo et Millot à l'époque, en pointant des tables où un jour peut-être je pourrais aller. Et puis j'ai même sans grand moyen persuadé sur la route de vacances, alors que j'avais, je crois, 10-19 ans, ma compagne de passer à Roanne, devant le restaurant des frères Trois Gros. Donc j'avais juste dit, j'aimerais voir à quoi ça ressemble, après en avoir longtemps rêvé. Et par chance, il y avait pour le soir même une table de libre et un menu relativement abordable, même s'il nous a obligés à faire ceinture les jours suivants. Et j'ai été ébloui. J'ai été, mais fasciné non pas par l'idée d'un bon repas, mais par l'idée d'une expérience, on peut dire, existentielle. Alors justement, donc je voulais juste que vous nous racontiez de cette anecdote pour commencer, parce que ça nous amène à cette notion de cuisinier-auteur. Vous avez découvert qu'on pouvait faire la cuisine en exprimant une sensibilité propre, personnelle. Et donc je voudrais maintenant que Jean-Paul Branlard, justement, dans son propos qu'il nous a préparé, nous explique un petit peu sur le versant juridique, comment, puisque comme il me l'a dit quand on a préparé cette table ronde, le droit fait un reflet du réel ou un état du réel, comment cette notion d'auteur finalement résonne avec la gastronomie dans le droit. La parole est à vous, cher professeur. Oui, voilà. Alors, je voudrais d'abord dire que le thème de ce soir est très intéressant, puisqu'il sert à ouvrir les esprits au métissage des savoirs, puisque j'interviens à la fois sur le droit, à la fois sur la gastronomie, et puis bien sûr une ouverture sur l'art. Et comme vous le savez, pour les juristes, il y a toujours de l'inquiétude. La matière veut un petit peu cela. Et il faut dire qu'il y a de quoi. Si je prends par exemple ma spécialité, qui est le droit alimentaire, culinaire et de la gastronomie, il faut bien reconnaître que le droit s'autorise beaucoup de perfidie, il s'autorise beaucoup de roublardise, d'entourloupe, d'embrouille. Par exemple, on peut le plus légalement du monde vous servir un coq au vin, sans coq et sans vin. Et en matière d'art, j'ai découvert également aussi les mêmes choses. J'ai vu que, par exemple, on pouvait vendre un tableau piège, c'est le moment de le dire, il porte bien son nom, Mon petit déjeuner 1912, inscrit au catalogue du commissaire-priseur sans réserve, comme étant de l'œuvre de Daniel Spoeri, le fondateur du courant artistique Hit Art, qui est apparu dans les années 60, alors que, en réalité, il avait authentifié le tableau, mais ce tableau avait été fait intégralement par un enfant de 11 ans. Et c'est fort intéressant parce que nous avons là la grande question, qui est l'auteur ? Et on arrive à une conception intellectuelle, c'est celui qui en quelque sorte a pensé, on pourrait dire l'école, le mouvement, qui finalement est auteur, sauf que les juges ne voient pas les choses de la même manière, ils y ont vu là une erreur sur la substance au sens de l'article 110 du Code civil, et évidemment ça ne s'est pas passé tout à fait de la même chose. Et ça me fait penser un petit peu aux grands chefs, comme Gagnère, comme Ducasse, qui, vous le savez, contrôlent des restaurants, et signe les cartes, comme Spoeri a signé en quelque sorte l'authentification du tableau, mais bien sûr Gagnère ou Ducasse, ce n'est pas lui qui va cuisiner, on renvoie un chef exécutif de ce restaurant qui est contrôlé et qui va faire les œuvres matériellement. Et la question se pose,
qui ici est l'auteur? Est-ce que c'est une œuvre de collaboration? Est-ce que c'est une œuvre composite? On cherche encore la réponse. Ce qui compte, c'est qu'on voit bien que pour se lancer dans la gastronomie ou dans les arts, il faut non seulement avoir des connaissances culturelles, ça va de soi, mais également et surtout des connaissances juridiques. Alors, je répondrai d'abord à une question, parce qu'on se la pose toujours. Est-ce qu'il y a une définition juridique de la gastronomie? Car comme vous le savez, il n'y a pas de définition juridique vraiment de l'art, pas plus qu'il n'y a vraiment un droit de l'art. Il y a des règles qui traitent de l'art, mais ça n'en fait pas pour autant un corpus. D'ailleurs, il n'y a pas un code juridique de l'art, de définition. De même qu'il n'y a pas un code juridique de la gastronomie, de la cuisine ou de l'alimentation. Il y a un code de la consommation, mais il traite du crédit immobilier, etc., et non pas uniquement des choses qu'on mange. Et il n'y a pas de définition de la gastronomie, ou très peu, un mince filet. Ça s'explique. Pourquoi? Parce que ceux qui ont reverdi la gastronomie, fin 18e, début 20e, les trois grands que vous connaissez, Berchoux, Grimaud de la Reynière, n'est-ce pas, et Brillat-Savarin, étaient tous les trois juristes. Et on aurait pu penser qu'ils allaient donner une définition de la gastronomie. Mais pas du tout, ils n'ont donné que des définitions non juridiques. Et les diseurs de droit et faiseurs de droit, par la suite, n'ont pas fait mieux. Et dans les universités, on n'a fait aucun travail que nos pères auraient appelé un travail de bénédictin. Il n'y a jamais eu de définition de la gastronomie. Ça s'explique parce que ce n'était pas un sujet d'étude très louable. C'est très futile. Art féminin, la cuisine, c'est pas digne d'une faculté de droit d'il y a 30 ou 40 ans. Et la première thèse où on a traité de la gastronomie, et ça tombe bien parce que c'était la protection des œuvres gastronomiques en droit d'auteur français, on est dedans, eh bien c'est 2000, et c'est à la faculté de droit Jean Monnet à Sceaux, Université de Paris-Sud à l'époque, et le directeur de thèse était M. Sirinelli, que beaucoup de gens connaissent ici, c'est un grand spécialiste de droit d'auteur, hein, un grand maître, et on n'avait toujours pas pour autant de définition de la gastronomie. Il faudra attendre en fait que le droit du tourisme se développe un peu, tout récemment sur ce point-là, pour qu'une circulaire, alors une circulaire pour ceux qui ne savent pas, une circulaire ministérielle, c'est en bas de l'échelle des normes juridiques. Hein, on ne peut pas faire plus faible. Une circulaire interministérielle est venue dire, à propos des restaurants gastronomiques, qu'ils faisaient une cuisine gastronomique. Vous me remarquerez, ça semble juste ça. Et voilà ce que dit exactement le texte. Le restaurant se livrant à la gastronomie est celui qui propose une cuisine perfectionnée à partir d'une matière première de qualité. Et une cuisine donc perfectionnée, ça sous-entend, n'est-ce pas, qu'il faut avoir un savoir-faire et un certain art culinaire pour faire cette cuisine perfectionnée. Ce qui veut dire que ça laisse entendre que le droit de la propriété intellectuelle, eh bien, peut s'inviter à table. Et le droit de la propriété intellectuelle, c'est les brevets, les marques, les dessins, les modèles, et aussi, bien sûr, le droit d'auteur. Voilà comment on en arrive aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce que la production culinaire, eh bien, se trouve prise dans ce droit de la propriété intellectuelle. Et maintenant, bien sûr, la question que vous vous posez, mais on peut faire une pause si vous avez une intervention entre-temps, ça fera du suspense. La question est de savoir, ce droit de la propriété intellectuelle, et en particulier le droit d'auteur, puisque nous sommes dans une maison qui est le temple du droit d'auteur, tout de même, si on s'en tient qu'au droit d'auteur, qu'est-ce qu'il protège, le droit d'auteur, dans ses productions gastronomiques? Donc, on peut faire une pause si vous avez un thème, sinon je donne la réponse. Non, on est passionné, on écoute. Alors très bien, alors nous y allons. Alors, d'abord, on peut dire qu'il y a trois choses. D'abord, ensuite, enfin, si vous voulez. D'abord, la recette, mais la recette dans sa création littéraire. Les recettes de cuisine en tant que telles ne sont pas protégeables par le droit d'auteur car elles ne sont pas reconnues œuvres de l'esprit. Car les recettes touchent tous un fond commun. C'est prenez des oignons, coupez, faites rôtir, passez au chinois, patati patala.
Donc, toute recette, quelle qu'elle soit, n'a jamais été jugée en France comme étant une œuvre de l'esprit, déjà par le droit d'auteur. Par contre, une recette, bien sûr, ça peut prendre une forme littéraire. Et le CPI, Code de la propriété intellectuelle, qui comprend le droit d'auteur, dit qu'il y a lieu de protéger tout écrit en tout genre. Et quel que soit le mérite. D'où si j'écris de manière stylisée, tiens, je vais dire versifiée, on ne peut pas faire mieux, une recette, mais même infaisable, qui ne sert à rien, elle est protégeable par le droit d'auteur. Parce que ce qui compte, c'est que le texte que j'ai rédigé, qui est une recette, mais qui pourrait être un poème, est protégé en tant qu'écrit de tout genre. Le Code de la propriété industrielle, par le droit d'auteur, protège non seulement la recette sous sa forme, donc littéraire, mais également le titre des œuvres. Or, ma recette, j'ai pu lui donner un nom. Ou si je n'ai pas donné un nom à la recette, j'ai pu donner un nom au plat qui en ressort. Et donc, à ce titre, de titre des œuvres, je peux protéger le titre, cette fois-ci de ma recette, ou le titre de mon plat. Ce qui n'empêchera pas un concurrent de faire le même plat, mais sans pouvoir lui donner la même dénomination. Faut-il encore que le nom ou les quelques noms qui servent de titre à ma recette ou à mon plat soient bien sûr original, représentent la personnalité de l'auteur, puisque c'est le critère de l'application du droit d'auteur. Ça, c'est d'abord. Ensuite, il y a la protection de la création visuelle et esthétique. Le droit d'auteur, ici, est en concurrence avec le droit des dessins, modèles, voire le droit des marques, etc. Donc, les créations gastronomiques, visuelles et esthétiques sont protégeables, et ça se comprend bien aujourd'hui, surtout avec ce qu'on appelle le désigne culinaire, qui n'est pas forcément le chef cuisinier, ici. Ducasse, Gagnère font appel à des spécialistes. Et à partir du moment, bien sûr, où il y a une œuvre originale qui représente la personnalité de celui qui a fait cette forme, eh bien, il y a une protection par le droit d'auteur. Et on peut rapprocher également avec la protection des œuvres plastiques, les pièces artistiques, à l'exemple des statues. Peu importe que la matière change, que ce ne soit pas du marbre, mais du chocolat. Peu importe également que l'œuvre soit éphémère, car le chocolat, ce n'est pas du marbre, ça ne tient pas 1000 ans. Eh bien, dès que l'œuvre esthétique a une forme qui représente la personnalité de son auteur, qui se distingue des autres, qu'on n'a jamais vus, on pourrait dire, eh bien, il y a une protection, et vous avez des juridictions comme la Cour d'appel de Colmar ou le tribunal de Laval qui ont reconnu, n'est-ce pas, le droit d'auteur applicable à des statues en chocolat. Et, comme dit toujours Ducasse, quand c'est beau, c'est bon. Il veut montrer par là le lien entre l'importance de la forme, des couleurs et de la matière, et le goût. Et après, d'abord, ensuite, enfin, le voilà, c'est le cœur du problème. Est-ce qu'on va pouvoir protéger ici, eh bien, la création gustative? Car on va au restaurant, pas vraiment pour manger un plat, mais pour surtout en tirer toutes les saveurs, pour s'en régaler, comme on dit. Est-ce que la création gustative est protégeable? Ça veut dire l'odorat et le goût ici, qui sont au cœur de la découverte culinaire quand on va au restaurant. Est-ce que ça peut se protéger par le droit d'auteur? La saveur d'un produit alimentaire est-ce une œuvre protégée par le droit d'auteur? Non! Non, répond la Cour de justice de l'Union européenne dans son grand arrêt Lovella de 2018. Elle dit que le droit européen ne peut pas reconnaître qu'une saveur d'un produit alimentaire soit protégée par le droit alimentaire, mais que les États membres n'ont pas le droit d'interpréter leur propre législation pour dire que les saveurs seraient protégées par le droit
d'auteur. Comment elle s'y prend pour dire cela? Elle dit que pour qu'une œuvre soit protégeable par l'auteur, il faut deux conditions que nous connaissons. La première, il faut que l'œuvre soit originale, une création donc intellectuelle propre à l'auteur. Bon, pas de problème. La deuxième condition, c'est que l'expression, la forme, l'expression de l'objet protégé doit être identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité. Or, la Cour dit que on ne peut pas identifier avec précision la saveur d'un aliment. En effet, à la différence d'une œuvre littéraire, d'une œuvre picturale, cinématographique ou musicale, qui est une expression précise et objective, l'identification de la saveur d'un aliment repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives subjectives et variables, dépendant des facteurs liés à la personne qui goûte, tels que son âge, ses goûts, ses habitudes, etc. Autrement dit, faute de procédé objectif d'identification, la saveur n'est pas une œuvre protégée. Le problème d'ailleurs est le même pour les odeurs. En France, les juges du fond, c'est les petits juges, premier degré, deuxième degré, c'est pas péjoratif, hein, ont parfois été tentés de dire les parfums, les fragrances sont protégeables par le droit d'auteur. Mais la Cour de cassation, qui est tout en haut, qui règne en maître, enfin, sous la Cour européenne des droits de l'homme, etc., à l'école aujourd'hui. Mais enfin, toujours est-il que la Cour de cassation n'en a jamais démordu, elle n'a jamais accepté que les odeurs, parfums, fragrances puissent être protégées par le droit d'auteur. Pour ce motif, qu'il doit y avoir une nécessité à pouvoir identifier la création avec suffisamment de précision, et ce n'est également pas possible, dit la Cour, pour les odeurs. Retour au fromage, après les odeurs. La Cour européenne des droits, la Cour européenne de Luxembourg, dont je viens de parler, sur le droit d'auteur, envoie un dernier message. Elle dit que, elle décide ainsi que donc les saveurs ne sont pas protégeables au niveau du droit européen et au niveau donc des droits nationaux des États membres. Parce que il n'est pas possible, par des moyens techniques, en l'état actuel, du développement scientifique, d'identifier à coup sûr les saveurs. Autrement dit, elle laisse une porte ouverte. Si demain, on arrive à pouvoir identifier avec précision, objectivité les saveurs, elle laisse entendre qu'elle pourra bien sûr revirer sa jurisprudence. Alors, une dernière... Alors, tout ça, c'est intéressant parce que... Oui, pardon, je vous interromps, professeur, vous êtes très dur à interrompre, mais, et je trouve que c'est passionnant ce que vous dites, mais il va falloir faire une dernière, parce que là, voilà, la dernière, nos intervenants sont prêts de repartir là en métro, alors, ou à pied pour ceux qui sont à pied, parce qu'ils se demandent pourquoi ils sont là. Est-ce que tout ça peut conduire à une artification de la gastronomie? Puisque aujourd'hui, vous avez des artistes qui travaillent les aliments, et inversement, vous avez des cuisiniers qui travaillent comme des artistes. Et la question qui se pose, c'est que, bien sûr, l'artification est apparue d'abord, on va dire, pour la peinture, les peintres, et puis c'est reconnu aujourd'hui pour, bien sûr, la photographie, pour la bande dessinée, il y a les musées, il y a les livres spécialisés, les revues, etc. Qu'en est-il pour la gastronomie? Alors, on fait remarquer que c'est un peu plus compliqué de dire qu'il y aurait une artification complète, en tous les cas, pleine et entière de la gastronomie. Et les deux obstacles
qui empêche cela, c'est d'abord le caractère éphémère des aliments. Dans la mesure où il y a de l'éphémère, c'est très difficile de procéder à des stockages et donc à une patrimonialisation. Et le fait que les choses sont périssables augmente la probabilité de non-identification des choses, des œuvres, et ainsi des artistes. On fait remarquer également que l'éphémère ne permet pas d'intégrer aux expositions la spécificité de la gastronomie, qui est l'activité du cuisinier et l'expérience du mangeur, qui ne sont pas muséifiables en quelque sorte. Et le deuxième argument, c'est que le cuisinier ne jouit pas de l'autonomie propre aux artistes. Ça veut dire que le cuisinier est lié au mangeur et il ne peut pas produire des œuvres d'art pour l'art. Il est obligé de tenir compte de sa comptabilité, de sa gestion, de tenir compte du goût de ses clients. Et donc il n'a pas cette liberté de création que peuvent avoir, n'est-ce pas, les artistes qui sont présumés faire selon leur fantasme, en quelque sorte. Et je vais prendre deux exemples qui montrent que c'est réel. Rapide, s'il vous plaît, rapide, parce qu'il faut qu'on avance. Dans un premier exemple, un pâtissier avait créé des figurines en chocolat noir dont, pour la femme, les seins étaient disproportionnés, énormes, et l'homme avait un phallus également énorme. Et cela a choqué des âmes sensibles. Une procédure s'en est engagée. Le pâtissier a néanmoins gagné jusqu'au Conseil d'État, vous imaginez, mais finalement, sa boutique a été liquidée. Dans le deuxième exemple, qui sera le dernier, c'est quoi? Eh bien, c'est un chef cuisinier de la haute cuisine qui est dans un restaurant qui est adossé à un hôtel 5 étoiles Relais Château. Ce n'est pas rien. Et comme on fait avec la nouvelle cuisine, à l'assiette, on décore. Et lui, il sert un filet de veau et asperges, présenté de sorte que les morilles représentaient des testicules et l'asperge une verge. Cette présentation reproduite dans toutes les assiettes servies est jugée déplacée et le maître-queux est licencié, validé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Alors, ça veut dire quoi? Papille et pupille, quand la cuisine rencontre l'art. Un sexe en bouche, it's shocking. Et soudain, je m'interroge, pour ne pas dire je m'inquiète. Qu'en sera-t-il ce soir de la dégustation de l'œuvre de Dorothée Sels? Je tremble. Merci beaucoup, professeur. Et je vous remercie pour ce très complet exposé. Je suis sûr que vous auriez pu parler beaucoup plus longtemps, mais c'était déjà beaucoup d'informations pour nous. Et surtout, vous m'avez aidé à créer la controverse parce que ça a bondi de part et d'autre sur les chaises et pas seulement d'impatience de s'exprimer. Vous avez soulevé beaucoup de questions, effectivement, qui méritent qu'on y revienne et voire même peut-être qu'on s'y oppose, je crois. Mais je voudrais repasser la parole à Benoît Peeters parce que justement, il me semble que cette notion d'auteur, vous nous avez raconté votre première prise de conscience finalement de ce que pouvait être un cuisinier, de ce que pouvait apporter un cuisinier comme émotion, comme invention, comme caractère, je crois. Et dans les ouvrages de vous que j'ai lus, d'ailleurs, que ce soit Comme un chef ou dans votre conversation avec Michel Guérard, il y a un certain nombre de figures de cuisiniers qui vous ont marqué, qui ont marqué votre parcours de, comme j'ai dit, de critique culinaire amateur et qui, pour vous, sont, alors je ne sais pas si ce sont des artistes, mais sans doute des auteurs au sens où ils ont changé leur art et ils ont donné leur personnalité, un bout de leur personnalité à cet art. Donc je veux bien que vous évoquiez peut-être quelques-unes de ces figures marquantes et comment ça a surtout fait évoluer votre regard sur cette notion de cuisinier-auteur. Alors en quelques mots sur ce thème, évidemment, si on prend la génération des frères Trois-Gros et de Michel Guérard. Michel Guérard qui est encore en activité,
88 ans, et que j'ai bien connu à différentes périodes, puisqu'il a été mon maître et mon initiateur à la cuisine avant de devenir un ami. C'est quelqu'un, mais exactement comme les frères Trois-Gros, exactement comme Bocuse, qui ne se pense pas du tout, dans sa jeunesse, comme un auteur ou un artiste, en aucune façon. C'est une technique liée à l'apprentissage, à la transmission familiale, dans le cas des Trois-Gros, la perfection d'un métier. C'est vers cela qu'on va. Et puis petit à petit arrive, avec la nouvelle cuisine, une notion d'invention. Et ce sont donc des gens qui passent d'une cuisine d'exécution de mieux en mieux réalisée, un peu transformée, à une cuisine de création. Pendant longtemps, Michel Guérard me disait les cartes des 3 étoiles se ressemblaient. Ce n'était pas du tout un problème de trouver les mêmes plats à la carte de plusieurs grandes tables, de plusieurs 3 étoiles. Petit à petit, cette idée-là se déplace, se transforme. On peut, je crois, voir un tournant dans la fameuse Légion d'honneur de Paul Bocuse et le déjeuner préparé à l'Élysée. À ce moment-là, il y a une secousse. Et d'ailleurs, clairement, Valéry Giscard d'Estaing dit à son chef, vous devriez vous secouer un peu, renouveler un peu. Et donc, petit à petit, il y a, oui, une conscience de faire un métier qui est entre l'artisanat et l'art. Et puis va arriver, je vais très vite, une génération différente, et là, le nom que j'emploierais, c'est celui de Ferran Adrià, où véritablement, il y a une approche cultivée de la cuisine. C'est-à-dire que Ferran Adrià, le grand cuisinier catalan, qui avait la chance d'être inclus dans le Goemio France parce qu'il était à quelques kilomètres de la frontière et qui, d'une espèce de taverne de bord de mer, va faire la table la plus connue du monde. Ferran Adrià ne vient pas de la cuisine. Il n'a pas été formé par une tradition, par un autre chef. Il démarre ce métier, il a envie de l'améliorer et très vite d'inventer. Et il va créer un atelier, une expérimentation systématique. Il va rassembler toutes ces recettes très rapidement, hein, avant même que le grand succès ne soit là. Il commence à inventorier toutes ces recettes, à mettre en fiche absolument tous ces plats, tous les ingrédients. Et donc, il ne sera pas surpris au moment où il se trouvera invité en tant qu'artiste, je crois, notamment à la Documenta, où il va proposer une performance singulière. Il n'exposera pas sa création, il ne fera pas la cuisine sur place. Il invitera chaque jour un couple à venir faire le voyage jusqu'à son restaurant et à découvrir in situ sa cuisine. Mais là, je crois, et beaucoup de chefs aujourd'hui, de jeunes chefs masculins et féminins, se revendiquent un petit peu de cette approche-là, et là, se posent davantage comme des artistes. Quant à la question d'être auteur, quelqu'un comme Michel Guérard, par exemple, a d'abord été connu comme auteur de livres. Il faut bien se souvenir, si vous voyez la collection d'autrefois, les recettes originales d'eux, publiées chez Lafon, qu'un livre comme La Grande Cuisine Minceur, qui proposait un concept neuf, a été un best-seller extraordinaire. Et donc là, réussir à vendre plus d'1 million d'exemplaires d'un livre de cuisine, qui soit traduit, qu'on ait la couverture de Time, c'était d'une certaine façon inciter le monde entier à le copier. On est là dans un cas de protection. Vous avez parlé, monsieur, de la protection des recettes, mais évidemment, publier un livre de recettes avec des photos, même si la photo culinaire a beaucoup progressé, c'est dire « servez-vous ». Et aujourd'hui, évidemment, c'est devenu embarrassant, et dans des conversations avec plusieurs chefs récemment, le rapport à la photo Instagram, à la diffusion instantanée du plat, c'est-à-dire d'une cuisine qui ne serait que pour l'œil, hein, d'une cuisine belle et donc soi-disant bonne, est un péril, moins par l'imitation, parce que les grands chefs peuvent continuer à inventer, que par la dégradation. C'est-à-dire qu'en prenant le look du plat, en l'imitant aussitôt fait, on ferait presque passer pour une copie le plat original, où on en serait lassé avant de l'avoir goûté dans sa version la plus forte. Donc ça, c'est un renversement très très fort. Mais ces cuisiniers auteurs, donc les premiers cuisiniers auteurs, au départ, ont souhaité peut-être faire mieux manger leurs contemporains et donc diffuser largement leurs principes et leurs recettes. Et c'est comme ça que moi, à ma petite échelle de jeune étudiant dans une petite chambre, j'ai appris à cuisiner avec ce livre, en l'appliquant et puis en essayant de le transformer à ma guise et à mon goût.
Oui, alors, non, gardez le micro une seconde parce que je voudrais que vous racontiez quelque chose qui, moi, m'a frappé dans la lecture de votre livre d'entretien avec Michel Guérard, parce que je l'ignorais. Vous parlez de la nouvelle cuisine et de cette notion d'invention qui en a découlé. Mais dans le cas de Michel Guérard, vous lui faites raconter quelque chose de très intéressant, c'est que c'est aussi via le spectacle finalement que c'est arrivé à cause d'un de ses passages dans une de ses tables et aussi des demandes particulières qu'on lui a faites. Il était cuisinier au Lido. Et donc, il travaillait la nuit. Après, il a été ami de Régine. Et donc, il y a effectivement, lui qui avait une vocation rentrée de comédien, l'envie de mettre en spectacle la cuisine, non seulement le plat préparé, mais le geste culinaire. Et donc, de créer de la surprise. Ce qui va être peut-être un des principes du cuisinier-auteur. Je parlais de Ferran Adrià. Ferran Adrià travaille constamment sur le trompe-l'œil. On voit une assiette et ce qu'on mange est autre chose que ce qu'on a vu. On est déconcerté. Et ça, effectivement, Michel Guérard l'a commencé. Donc c'est une conscience, et de plus en plus aujourd'hui, je crois que pour les grands chefs et les tables coûteuses, il y a l'idée que si on ne propose que des choses bonnes, voire délicieuses, voire sublimes, on va laisser le visiteur, le spectateur, sur sa faim. Il faut proposer autre chose. Il faut proposer un émerveillement. Et bien, c'est cet émerveillement, donc, dans la BD Comme un chef, Aurélie Aurita a représenté à la façon de la conversion de Claudel derrière le pilier de Notre-Dame, c'est-à-dire, ça peut être cela. Et donc, j'ai toujours le sentiment que la grande cuisine, dans sa version la plus extraordinaire, qu'on rencontre rarement, même dans les 2 ou 3 étoiles, que la grande cuisine produit à un moment, disons, quelque chose qu'on pourrait relier au sublime de Kant. C'est-à-dire qu'on dépasse le plaisir d'avoir bien mangé pour atteindre quelque chose dont on se dit on ne le retrouvera pas. Et là, c'est une expérience aussi qui m'a beaucoup frappé, l'amitié avec un grand cuisinier mort très tôt qui était un inventeur. C'est le rapport, à mon avis, essentiel, secret et mélancolique de la très haute cuisine et de la mort. C'est-à-dire cette chose-là, cette extase-là, mais sans doute on peut le lier à d'autres expériences, cette chose-là ne reviendra jamais. Alors que la cuisine standard, même bien réalisée, elle est répétable. Vous avez mangé un excellent lièvre à la Royale, vous pourriez remanger dans le même restaurant l'année suivante. Chez Ferran Adrià, qui a fermé son restaurant, nous ne reverrons jamais ces bouchées sublimes et cette ordonnance du repas. Et là, évidemment, on atteint pour moi ce qui est l'expérience esthétique. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que l'art, nous le voyons comme quelque chose qu'on peut conserver. Vous avez fait allusion à cela. Or, peut-être que le devenir art le plus sublime de la cuisine serait lié à sa disparition et à notre propre acte de dégustateur-destructeur. Et merci beaucoup pour cette ouverture. Alors finalement, on est passé de la cuisine à la vanité, autre grand thème de la peinture. Et avant de revenir avec Nicolas et Emeline sur des expériences très concrètes de collaboration entre ces deux champs, qui est celui de l'art et celui de la cuisine ou de la gastronomie, suivant les termes qu'on aime employer, je voudrais me tourner vers Mireille Blanc, peintre, comme je l'ai dit, parce que quand j'ai cherché quel artiste j'avais envie d'inviter ce soir, c'est tout de suite les images de tableaux de Mireille qui me sont venus sur la rétine, et on va en projeter quelques-unes pour ceux qui ne connaîtraient pas son travail ou pour simplement vous le remémorer et avoir le plaisir de l'entendre devant des images de ces tableaux qui malheureusement ne rendront pas compte de ce que j'évoquais en la présentant, c'est-à-dire de l'onctuosité incroyable, du caractère presque pâtissier de la pâte et de la fraîcheur qu'elle utilise pour représenter. Et c'est vrai que je regardais, Mireille, votre corpus, vraiment les desserts et la cuisine en général et les mets représentent une part majeure en fait de votre iconographie, de votre imagerie. Et je ne sais pas si vous revendiquerez la touche pâtissière que j'évoque, mais j'aimerais bien que vous me racontiez, simplement que vous nous racontiez comment ce motif s'est imposé et comment vous le traitez dans votre travail de peintre. Oui, bonsoir à tous. Alors je vais pas parler de grande cuisine, mais je vais parler de ma propre cuisine. Donc en fait, je vais parler d'abord de mon travail de manière plus générale. Effectivement, il y a beaucoup de récurrences de motifs de gâteaux, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect énigmatique des choses et du réel. Et mon travail vient toujours de la rencontre avec des objets ou des photographies déjà existantes. Et c'est vraiment la manière dont ces sujets vont m'apparaître comme un vu ou
où soudain, comment le banal, le familier peut soudain devenir étrange. C'est ça qui va être déclencheur d'idées pour des peintures. Donc je me dis pas, je recherche jamais d'images sur Internet. Par exemple, je me dis pas, je vais peindre un gâteau nappé de chocolat. C'est toujours quelque chose qui fait irruption dans une forme de quotidien. Et donc je prends ces objets en photo, ou je prends des détails de photographie. Et donc dans le cadre de cette conférence, j'ai un petit peu plus cherché. Et je me suis rendu compte que les premiers gâteaux que j'ai peints, ça venait justement de fragments de photos de famille qui ne m'appartenaient pas, mais qui représentaient des anniversaires, des célébrations. Et là, c'est vrai que le rapport, on vient de parler du rapport à la mort, s'il y avait un genre qui circonscrivait mon travail, ça serait celui de la nature morte. Donc il y a ce rapport à la finitude et au périssable de ces objets. Et donc les premières peintures de gâteaux, c'était des gâteaux d'anniversaire déjà entamés avec des bougies, etc. Et puis petit à petit, c'est venu de photographies que je prenais. Alors ça a pu être des gâteaux que j'ai faits, d'ailleurs celui-ci c'est le cas, mais pas obligatoirement. Et donc c'est vraiment voilà, quelque chose qui m'intrigue et qui me fascine, mais qui me dérange aussi en même temps. J'aime bien travailler sur les limites, et ça c'est de manière générale dans mon travail, limites entre parfois une certaine forme de défiguration ou de tente vers l'abstraction parfois, que les choses ne se révèlent pas immédiatement, que le sujet émerge de la pâte. Et en ça, le gâteau m'intéresse parce que donc il y a cette idée de peindre donc à l'huile sur toile avec une matière épaisse et dense. Je dilue pas ma peinture, et donc j'essaye de faire en sorte que le sujet émerge dans l'épaisseur de la pâte et rejouer le crémeux d'un gâteau, justement, c'est quelque chose qui m'intéresse. Voilà, et donc il y a des peintures, alors on l'a vu dans la toute première qui était projetée, où le sujet peine un peu à émerger, et ça m'intéresse, voilà, cette limite de l'identifiable, où le sujet du gâteau nappé n'était pas forcément évident pour tous les regardeurs, en tout cas. Et donc j'essaye vraiment de mettre à distance mon sujet, de retravailler longuement l'image source avant de travailler en peinture. Et il y a cette limite aussi, quand je parlais d'attraction et répulsion que je peux avoir sur ces motifs-là, d'une certaine forme de kitsch ou de mauvais goût. Et je pense que le gâteau, je me suis posé la question de pourquoi tant de gâteaux. C'est vrai que donc, je me rends compte que sans travailler spécialement un sujet ou par série ou par thème, il y a pas mal de toiles sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a cette idée, alors je ne suis pas du tout dans la grande cuisine où justement on parlait de trompe-l'œil, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans la peinture, et c'est un questionnement que j'ai sur la peinture, le médium peinture en général, c'est l'idée de leurre et d'artificialité. Et dans le gâteau, il y a cette chose-là qui se passe, parce que dans le gâteau tel que moi je le pratique, on va dire, dans une forme plus quotidienne, ça va être l'idée de faire un objet autre et de faire quelque chose de décoratif. Il y a cette idée, voilà, d'artificialité que je trouve intéressante à retravailler en peinture. Je pense que c'est pour ça que je peins pas des plats, mais plutôt ces objets-là. Je pense aussi à une sorte de gâteau un peu à la mode en ce moment où on va recouvrir de pâte à sucre et où on peut imprimer tout un tas, comme cette peinture-là, de motifs improbables. Et voilà, il y a cette forme de répulsion que je peux avoir aussi sur ces sujets-là, et jusqu'à une forme d'écœurement, où je retrouve justement une forme de peinture en excès, avec beaucoup de matière. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se passent. En effet, vous avez parlé d'artificialité, de décoratif, c'est des termes qu'on pourrait aussi transposer dans la peinture elle-même. Et d'ailleurs, je voulais vous interroger parce qu'on dit souvent, ou on disait en tout cas, quand deux peintres discutent ensemble et qui discutent de technique, on dit qu'ils parlent cuisine. Et donc, je voulais juste savoir s'il y avait aussi une relation pour vous plus profonde entre la cuisine et la pratique de la peinture. Les savoir-faire, les matériaux, les techniques. Est-ce que cette analogie entre, et surtout la pâtisserie, puisque la pâtisserie en plus est réputée pour être l'art culinaire le plus précis, le plus technique, est-ce que c'est aussi une analogie qui vous intéresse ? Alors oui, mais j'ai l'impression, enfin moi, pour parler avec beaucoup de peintres, beaucoup d'amis peintres, on a vraiment chacun notre propre cuisine en fait. On a beau, alors j'ai des amis qui sont beaucoup plus techniciens et qui trouvent que la manière que j'ai de travailler qui est un peu sale je peux être choquante. Je me rends compte que vraiment chacun a ses propres outils, ses propres moyens et au-delà même du sujet, vraiment dans notre propre cuisine, c'est vraiment quelque chose
d'hyper intime et qui est vraiment propre à chaque peintre. Vous connaissez l'anecdote que le premier tableau qu'a peint Giorgio de Chirico, c'était une nature morte représentant des citrons. Il était jeune adolescent et il avait entendu parler de peinture à l'huile et il a fait une peinture avec de l'huile d'olive, puisqu'il habitait en Grèce à ce moment-là et que la peinture évidemment n'a jamais séché. Donc, je ne connaissais pas l'anecdote, mais c'est pas mal. Elle est détruite, mais bon, dans la peinture à l'huile, il y a effectivement un lien très direct avec la cuisine, qui est l'huile. À minima. Bien, merci. On va revenir après de toute façon avec tous nos intervenants. Mais là, on fait un premier tour de table. Donc, je me tourne maintenant vers Nicolas Bourriaud, qui... Ah, bah oui, un autre micro, bien sûr. Voilà, comme ça. Emeline aussi en a un, donc tout le monde en a. Parfait. Nicolas, oui, j'ai dit en introduction que vous étiez un théoricien, critique, commissaire d'exposition, et vous êtes fait connaître notamment autour de ce concept de l'esthétique relationnelle, dans lequel, qui d'ailleurs parfois a été caricaturé, je dirais, autour du repas et du repas partagé, notamment de Ritti Arvanija, qui était une espèce de symbole de cette esthétique relationnelle. C'est néanmoins pas pour ça que j'ai choisi de vous inviter ce soir, mais de manière beaucoup plus directe, parce que vous avez fait ces expositions Cookbook, donc 1 et 2, autour où vous avez invité des chefs et des artistes à exposer, alors justement côte à côte, ensemble, etc. On va en parler parce que les deux versions ont été différentes et vous dites dans l'introduction du catalogue de la deuxième version, celle du MoCo en 2019, justement que déjà entre 2013 et 2019, les chefs que vous avez invités, les générations aussi de chefs ou d'artistes que vous avez invités n'ont pas réagi de la même manière, n'ont pas proposé les mêmes objets, n'ont pas été exposés côte à côte de la même manière et peut-être aussi que l'expérience, vous, du Cookbook numéro 1, vous avez transformé en tant que commissaire pour la deuxième occurrence. Donc j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment cette idée a germé et comment vous avez voulu la réaliser et ce que vous en retirez. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu comme celle de Benoît Peters avec Olivier Rollinger, en fait, au début des années 2000. En fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'à travers la cuisine, en fait, que la cuisine, l'art culinaire pouvait véhiculer des émotions et même des idées aussi fortement que ce qu'on appelle l'art, qui n'a pas davantage de définition d'ailleurs que la gastronomie. Hein. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je pense quand on arrive à définir quelque chose précisément, c'est que c'est foutu. Voilà. Mais donc, grand merci. Il n'y a pas encore de définition exacte, ni de la gastronomie, ni de l'art. Mais oui, c'est cet intérêt croissant en fait pour ce type d'expression et pour ses figures de style, pour son histoire. Bon, ça a véhicule, ça a cheminé petit à petit en fait dans mon esprit. Et puis Cookbook numéro 1, c'était une collaboration avec un critique gastronomique justement qui est un type absolument formidable qui s'appelle Andrea Petrini, avec qui j'ai fait aussi la version 2019. Qui est un petit peu l'équivalent, voilà, c'est une sorte de globe-trotter culinaire, en fait, avec toujours à l'affût de nouvelles idées, et qui voyage vraiment, mais intensément. Donc c'est avec ce type d'idées en tête, en fait, qu'on a essayé de monter une exposition. C'est là où la notion d'auteur est très intéressante, d'ailleurs, parce que Cookbook, c'est une exposition dans laquelle on a deux régimes de la notion d'auteur. Et deux types d'artefacts présents dans le même espace de nature complètement différente. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des œuvres d'art, effectivement, donc il y avait beaucoup d'artistes, soit des années 60, il y avait certaines pièces de Sophie Calle, en fait, avec les régimes chromatiques, bon, bref, beaucoup d'œuvres, mais aussi des propositions venant des chefs, dont le statut n'est pas précisément celui d'œuvre d'art. Parce que pour moi, l'art culinaire, c'est précisément pas dans le visuel. On parlait tout à l'heure d'Instagram, etc. C'est pas du tout la question. Je pense que Instagram pour la cuisine, c'est à peu près qu'une émission de radio et pour les arts visuels, quoi. En fait, c'est à peu près la même chose. Le centre, et c'est très bien hein, d'ailleurs, mais c'est par la frustration, pour le coup, qu'on peut apprendre quelque chose. En revanche, le centre, pour moi, de l'esthétique, de ce que pourrait être une esthétique culinaire, c'est bien évidemment la bouche. C'est pas un art des yeux, c'est un art de la bouche. Et la bouche, c'est extrêmement intéressant à bien des titres. C'est un lieu de redistribution aussi entre le langage, l'érotisme, le tactile. Et c'est cet ensemble-là, en fait, qui fait l'intérêt de l'art culinaire, précisément. Il faut avoir des critères esthétiques. Comment constituer des critères esthétiques
à partir d'une région en fait, du corps qui n'est, et vous le rappelez à juste titre, qui n'est pas organisée en fait, et codifiée au même titre que le regard, qu'on juge en fait de manière totalement erronée selon moi, permettant davantage de contrôle en fait sur le monde qui nous entoure. Effectivement, c'est beaucoup plus évanescent le gustatif. Et donc la difficulté d'établir ce que pourrait être une esthétique du culinaire se heurte à cette évanescence-là, cette difficulté en fait à codifier. Et en même temps, un œnologue peut tout à fait bien boire un verre de Château Giscourt 61 et définir de manière absolument précise, avec une précision incroyable, tous les composants gustatifs et odorants de ce verre de vin. Donc, il y a aussi une certaine précision parfois mais cette précision-là est même pas suffisante encore pour constituer une esthétique. Pour qu'il y ait une esthétique, à mon sens, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans le premier texte du premier cookbook, il faut qu'il y ait une politique des auteurs. La fin des années 40, début des années 50, le cinéma, en France, n'est pas du tout considéré comme un art. Il y a quelques francs-tireurs, il y a Jean Vigo, il y a Abel Gans, évidemment, etc. Mais pour le grand public, dans la sensibilité collective, le cinéma, c'est un divertissement. Et voilà, un type comme Howard Hawks, on n'essayait même pas de se rappeler son nom. Il faut une politique des auteurs et donc un certain nombre de jeunes gens passionnés de cinéma. Ils vont créer Positif, les cahiers du cinéma, et qui vont identifier en fait des régimes de sens appartenant à des individus. Voilà, Howard Hawks, il y a tel ou tel, c'est de la pensée formelle aussi. Mais avant ça, voilà, le cinéma, c'est comme la cuisine aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la consommation, du plaisir éphémère, etc., etc. C'est petit à petit, et je pense il y a eu un changement effectivement dans les 10 dernières années. On voit se constituer une sorte de discours critique parfois un peu primitif, un peu sauvage, mais quand même un discours critique qui identifie des figures, des axes de pensée, et qui petit à petit fait émerger ce que pourrait être une critique en fait de l'art culinaire. Oui, et à l'inverse, vous soulignez, je crois, dans l'entretien qui ouvre le Cookbook 2, qu'une des différences aussi entre 2013 et 2019, c'est que les chefs ont une plus grande connaissance de l'art contemporain, notamment, et que donc le mouvement s'est aussi passé dans l'autre sens. C'est extrêmement frappant, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a de la part d'une nouvelle génération de chefs une intégration en fait des codes visuels en fait et une plus grande sensibilité à l'époque aussi. En fait, c'est pas forcément une plus grande culture en fait en termes d'art contemporain. Parfois c'est le cas. Massimo Bottura, par exemple, c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui est très ami avec Maurizio Cattelan, qui connaît bien les artistes de son temps. Et qui s'en inspire parfois. Et donc c'est un dialogue qui est plus en plus intéressant. Je crois effectivement que Ferran Adrià a été la figure vraiment dominante de ce passage-là, en fait. Parce qu'il y a chez Ferran Adrià, donc, qui est cuisinier catalan, donc, comme le disait Benoît, il y a une formalisation en fait, du gustatif, et une conceptualisation aussi, à travers cet élément très simple qui est la molécule. Comment on peut réinventer la cuisine au niveau moléculaire, c'est-à-dire ne pas se laisser abuser par la forme réelle de l'objet qu'on va consommer, mais comment est-ce qu'on peut redistribuer sa forme et réinventer d'une certaine manière un goût. Il y a par exemple, il y a un plat, c'était une olive, bon, on pourra en parler. L'olive sphérisée, ouais, c'est un truc absolument inouï. Il y a des inventions. Je crois qu'il faut raconter un petit peu ce plat. Alors l'un ou l'autre, si je le décrire en tout cas, peut-être pas le raconter, mais le décrire. En 2 mots, on reçoit au début du repas. Je peux vous dire qu'avoir une table chez Ferran Adrià était plus difficile que de se faire inviter à l'Élysée. C'était quand même une chose, il fallait s'y prendre des années à l'avance. Il y avait même un moment où il voulait tirer au sort les heureux élus, puisque je crois qu'il pouvait recevoir 5000 personnes dans l'année pour 2 millions de demandes, enfin quelque chose comme ça. Donc on arrive et on voit arriver une petite assiette d'olives vertes. Alors ça produit quand même un effet un peu étrange, mais bon, on sent qu'il y a un peu de malice, et donc on dit faites attention en prenant l'olive et avalez-la d'un coup. Ne la mordez pas comme pour extirper le noyau, et évidemment,
cette très très mince peau qui mime l'olive éclate instantanément dans la bouche et coule quelque chose qui n'est pas strictement de l'huile, mais qui est une huile d'olive élaborée particulière. Et c'est le début des surprises, quoi. C'est constamment sur ce thème, par exemple, de faire lutter l'apparence et le goût, ou la consistance et l'attente, hein, l'horizon d'attente. Je crois qu'il travaille énormément là-dessus, et c'est une des choses qui faisait que c'est inoubliable. Vous n'avez à la limite pas besoin d'y aller plusieurs fois dans votre vie. D'ailleurs, ce n'est plus possible. Et ce qui est très intéressant, et ça, je pense que ça rebondit sur ce qu'a dit Nicolas Bourriaud sur le cinéma, mais aussi des choses qu'on pourrait penser ou dire de l'art aussi aujourd'hui, c'est que Michel Guérard raconte dans le livre, ou vous lui faites raconter dans votre livre d'entretien, que lui, c'est par l'intermédiaire de la cuisine industrielle qu'il est arrivé à la cuisine moléculaire quelque part, que c'est en travaillant pour Findus ou pour des grands industriels qu'en fait il a dû se pencher sur la question de cette composition moléculaire de la cuisine et comment la garder, comment la sauvegarder, etc. Je voudrais juste ajouter un mot là-dessus, parce qu'il me semble aujourd'hui que dans le devenir de la cuisine, outre sa fonction nourricière élémentaire et fondamentale qu'on ne doit jamais oublier, mais il y a 3 branches que je vois, l'une qui part vers la science, hein, et Hervé Tisse, par exemple, avec la cuisine note à note, c'est-à-dire une cuisine complètement séparée du produit, cuisine science à laquelle Ferran Adrià a eu recours et qui a créé des polémiques. Il y a une cuisine art dont on a parlé abondamment, qui est notre sujet premier et qui fait rêver les chefs. Et puis, il y a quelque chose qui est un phénomène extrêmement important, qui est le devenir sport de la cuisine. Et là, les émissions culinaires, et particulièrement Top Chef, en fait, ne travaillent pas sur l'esthétisation, mais sur le caractère sportif d'une nouvelle discipline, où la rapidité d'exécution, la précision du geste, etc., le fait d'arriver dans les temps, devient plus important. Ce qui fait que les gens vont manger leur pizza tiède en regardant Top Chef, sans songer à imiter. Pas plus que chez soi, en regardant Roland Garros, on ne sort ses raquettes. Et je pense que c'est vraiment 3 devenirs de la cuisine qui sont tout à fait intéressants, parce que c'est 3 disciplines qui n'ont pas grand-chose à voir. En effet, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, je vais donner la parole à Emeline Aubry pour qu'elle nous raconte, elle, en tant vraiment que praticienne, de ces relations entre l'art et la cuisine, notamment, mais elle peut aussi parler peut-être plus généralement de son parcours ou de sa pratique de la cuisine, mais notamment, je parlais de ces dîners que vous organisez avec votre mari, Olivier Masmonteil, dans le cadre domestique de l'atelier, où vous cherchez à faire se répondre, comme un ping-pong visuel et gustatif, les plats que vous concevez en fonction des tableaux qui sont accrochés, et l'expérience finalement que vivent les convives, les privilégiés, puisque c'est sur invitation, c'est justement une espèce de synesthésie entre la cuisine et les arts visuels. Oui, tout à fait. Alors, il se trouve qu'Olivier Masmonteil, qui est artiste peintre, nous vivons ensemble depuis 15 ans. Et je suis devenue cuisinière après notre rencontre, en fait. Je faisais un autre métier, j'étais dans le conseil. J'étais DJ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'étais plutôt dans le conseil en achat. Et j'ai opéré une reconversion professionnelle peu après notre rencontre. Et donc, en fait, l'artiste et la cuisinière que je suis devenue, on échange régulièrement, bien sûr, sur cette thématique. J'ai fait le choix, moi, de travailler avec des grands chefs que j'ai castés pour leur sensibilité artistique. Donc, j'ai travaillé avec Éric Guérin à La Mare aux Oiseaux, avec Alain Passard, avec Yannick Aleno. Et c'est leur... je pense que ce sont de très grands cuisiniers, parce qu'il faut d'abord être un très grand praticien, un très bon artisan du goût, et maîtriser une technique qu'un artiste peintre doit aussi maîtriser. On ne peut pas s'affranchir du temps de l'apprentissage, le temps de la maîtrise du feu, de la cuisson, pour devenir un grand chef. Mais parmi certains de ces grands cuisiniers, il y en a qui développent vraiment une pratique artistique au sens intellectuel et pas uniquement esthétique du terme. Et j'ai voulu travailler avec ces chefs-là. Et c'est vrai qu'on a... Du coup, l'artiste, mon artiste peintre, a eu l'occasion de beaucoup échanger avec ces grands cuisiniers. Et force est de constater qu'il y a une pratique qu'on peut comparer. Et on parlait de termes tout à l'heure, mais le gras, le maigre, c'est des termes qu'on emploie.
il y a une vraie chimie qui s'opère. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime dans la grande cuisine, la cuisine d'artiste, la cuisine d'auteur, c'est ces sentiments, ces émotions qu'elle suscite. Alors c'est vrai qu'il y a des cuisines qui sont très esthétiques, mais finalement, comme vous le disiez, peu importe, enfin c'est qu'une petite partie, mais celle qui crée des émotions et des sensations, elle est très forte. Et moi, en tant que cliente, que dégustatrice, je suis particulièrement attachée à vivre ce genre d'expérience. On dépense beaucoup d'argent dans les restaurants. J'ai fait un voyage autour du monde pour découvrir des grands chefs et aller manger chez ces artistes. Et parfois, c'est vrai qu'ils intellectualisent certaines choses, des sensations qui sont uniques. Ouais. Et on ressort de là avec matière à penser, on sort de là parfois avec... moi, j'ai déjà suffoqué de larmes en fait en mangeant des plats, parce que ça me rappelle des choses, mais comme un film qui nous touche. Et c'est en ça que une bonne blanquette, c'est une bonne blanquette, mais un repas chez ces chefs-là qui vous font vivre une expérience unique, gravée à vie, ça relève du domaine de l'art. Alors moi, ce que j'essaye de faire avec Olivier Masmonteil, en vrai de vrai, mon premier repas, ça a été... j'ai été invitée à créer un menu autour du travail de Claude Lévesque. Et je m'étais inspirée vraiment de toute la littérature. Bon, c'était avant les événements de... Ouais, Bonne Pioche, mais c'était avant. Les révélations, enfin bref, tout le trouble autour de Claude Lévesque. Mais j'avais adoré me plonger dans son travail et j'avais adoré imaginer avec mes outils, avec des aliments, avec une réflexion autour des sensations qu'il mettait dans ses tableaux. Et donc, on peut tout à fait faire un plat, qui ne nous empoisonne pas, hein, c'est quand même le but, mais on peut aussi créer des sensations très désagréables. J'avais créé un plat pour lui autour de la sensation d'isolement, d'enfermement, de violence, de troubles qui sont... et donc, ça se matérialise par des saveurs très amères, par des saveurs vinaigrées. Et ça, c'est un champ d'exploration qui est infini, en fait. Alors, dans les images que vous voyez, c'est plutôt illustratif, en fait. Bien sûr, au-dessus, ce sont les tableaux d'Olivier Masmonteil. Ce sont des paysages effacés. Et mes plats en dessous sont inspirés de ces tableaux-là. On a fait aussi une autre co-création. Voilà, c'est son interprétation de la jeune femme à la perle de Vermeer, bien sûr, vous avez reconnu, qui est recouvert d'une sérigraphie, d'une dentelle. Et moi, j'ai voulu interpréter ce plat. Bien sûr que l'érotisme de ce tableau, il est très, c'est pas tant le regard, mais c'est plutôt la bouche très pulpeuse et très rouge qui est représentée ici par ce magret, bien sûr. Mais en fait, c'est pas tant de la représentation visuelle, mais dans mon plat, il y a aussi de l'érotisme, quoi. Enfin, il y a on ne sait même pas d'ailleurs si c'est sa fille, si c'est une servante, enfin, quand Vermeer représente la jeune femme à la perle. Moi, je pars dans des trucs, quand je crée ce plat, je me raconte aussi des histoires et je m'inspire de l'histoire du tableau même. On a aussi créé Pardon. Comment est-ce que vous avez rendu cette sensualité dans le plat, en dehors du fait qu'il y a cette viande peu cuite, qui donne un côté sans doute animal un peu, parce que le canard, ça reste un gibier. Oui. Voilà. Mais est-ce que dans la sauce, par exemple, elle est très sirupeuse, hein. Elle est très épaisse, elle est très, c'est une sauce chaude au sens. Je sais pas, ça me semble tellement évident en fait que. Oui, mais notre auditoire n'a pas eu la chance de le goûter, donc il faut juste je pense qu'on peut l'imaginer quand même. Voilà, l'aiguillonner.
Et voilà, et puis une dernière création qu'on a faite ensemble qui illustre cette collection de lignes d'horizon qu'Olivier a fait sur un certain nombre de ses tableaux. Enfin, il y a toute une série comme ça de paysages avec ces collections de lignes d'horizon. Là encore une fois, le plat est assez représentatif, illustratif, on va dire. C'est une betterave, et j'ai voulu représenter comme ça ces lignes colorées, ces lignes d'horizon. Et ce plat, je le fais souvent évoluer, et je m'amuse aussi avec mes convives à mettre des sauces qui, au final, quand on le mange, quand on le déguste, on est presque dans la palette du peintre. Cette idée aussi, moi j'aimerais, à travers ce plat, que le dégustateur ait l'impression aussi de manger la lumière. Enfin, je ne sais pas tellement comment l'exprimer, mais c'est un peu l'ambition. Et est-ce que vous avez essayé l'inverse, c'est-à-dire que vous avez créé une recette et il fait un tableau à partir de votre recette? Exactement. Mais on ne le voit pas, ça? Non. Ah, c'est dommage. Parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, et du coup, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Mais ouais, je lui ai proposé qu'on fasse l'inverse, c'est-à-dire que moi, je crée un plat, je lui parle de mon plat. C'est un plat autour des saveurs forestières. C'est une biche au bois. Dans mon esprit, c'est une biche au bois. Et donc, je voulais qu'il me fasse le tableau. Mais c'est un projet qu'on va relancer. Qu'il faut relancer. Alors, je voudrais justement revenir puisqu'on a la chance d'avoir une peintre avec nous ce soir, mais je me rappelle en vous entendant parler que quand Nicolas Bourriaud a créé au début des années 90 un magazine qui s'appelait Documents sur l'art contemporain, il y avait des artistes qui parlaient de leur passion. Et Éric Dittmann avait une chronique gastronomique où il parlait des restaurants et des recettes qu'il y avait découvert. Et c'est vrai que tous les artistes quasiment que je connais ont un rapport particulier à la cuisine et à la dégustation. Donc, maintenant que... Noël Dolaf, c'est la chronique pêche, d'ailleurs, aussi, je m'en souviens. Et donc, Mireille, je voulais vous demander, puisqu'on a vu dans les images de vos tableaux que vous représentez parfois vos propres créations, après avoir représenté les gâteaux d'anniversaire, on a bien vu ce lien avec cette mémoire affective que mentionnait Judicaël Lavrador, et qui paraît effectivement être un lien aussi entre les images et la cuisine. Mais alors maintenant, d'abord, vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur votre manière de cuisiner et de manger, mais quand vous faites un gâteau, est-ce que vous faites aussi comme un possible motif? C'est-à-dire, est-ce que vous recherchez dans votre cuisine quotidienne, familiale, je l'ai dit, de futurs motifs de tableau? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est difficile. Moi, j'aurais pas fait la chronique sur la cuisine dans la revue. Non, parce que mon travail, il vient vraiment de quelque chose d'imprévisible, en fait. Une rencontre vraiment liée au hasard, comme le travail d'un photographe. Vraiment. Donc les gâteaux existent, mais il y a un moment où c'est pas forcément une fois qu'il est fait, une fois qu'il est beau, bien posé. Hein, je sais pas, c'est toujours hyper difficile d'expliquer à quel moment il y a quelque chose qui advient comme ça et qui va s'imposer. Donc il y a quelque chose de très intuitif, mais je me dis pas je vais faire un gâteau et ça deviendra à sujet. Non, il y a cette idée d'être vraiment dans le réel et ancré dans des moments de vie. Et puis après, c'est vrai que... Mais après, dans mon travail, il y a un lien effectivement à l'image mémoire, aux vestiges, et peut-être que ça vient de là aussi, de représenter des fêtes d'anniversaire, des détails comme ça, des fragments de ces moments-là. Mais non, pas du tout, c'est pas prémédité. Mais il me semble qu'il pourrait aussi y avoir un lien entre les pratiques de la cuisine et de la peinture et de l'art. C'est quelque chose qu'on voit bien dans les ouvrages que Benoît Peeters a consacrés à la cuisine, où il raconte d'ailleurs dans ses expériences lui-même de chef à domicile comment il faut improviser, comment il faut réagir par rapport à un hasard, par rapport à quelque chose qui est raté, par rapport à un ingrédient qui manque, auquel il faut substituer un autre, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'en tant que peintre aussi vous reconnaissez dans votre pratique, c'est-à-dire cette interaction? Je crois que c'est Braque qui disait on ne peut pas avoir une idée en même temps dans la tête et au bout du pinceau. Je pense que c'est... Est-ce que dans cet aller-retour entre la tête et le pinceau, vous reconnaissez quelque chose de cette pratique, hein? Moi, ça va se passer... je ne sais pas comment répondre à ça. Non, ça va être... non, en fait, il y a ce premier moment où je fais une image, je fais une photo, et après, vraiment, j'ai besoin vraiment de mettre à distance pas mal mon sujet avant de
soumettre finalement en quelque sorte presque ce sujet-là à la peinture. Oui, et en plus vous utilisez une gamme de couleurs souvent assez sourde, assez restreinte en fait, où la couleur joue un rôle assez particulier. Oui, et on tire vers le gris ou vers le blanc qui sont peut-être les tonalités déjà affectives de la mémoire. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la disparition déjà, mais j'ai vraiment besoin de mettre à distance ces sujets. Par exemple, dans l'image du gâteau, le premier qu'on a vu, c'est pas tant une peinture de gâteau que déjà sa représentation par le filtre de la photographie et de l'image imprimée. Donc il y a ce besoin, cette nécessité de la distance, en tout cas, par le filtre de la photographie, par l'idée même du fragment et du détail. Il y a souvent une forme de débordement du cadre. Et j'ai besoin comme ça de mettre une distance entre ce sujet de départ et la peinture. Alors en matière de distance, j'avais promis que je poserais pour vous à Benoît Peeters la question, plutôt qu'il nous raconte le dîner qu'il a fait pour Roland Barthes, l'image qui se faisait de son maître de thèse et de la cuisine que vous êtes donné beaucoup de mal à confectionner pour lui, et comment ça s'est soldé? Oui, c'est une aventure imprudente de jeune homme, parce que j'étais encore quand même dans mes premiers pas culinaires. Ça doit être vers 1978, j'étais très jeune. Je m'étais fait prêter l'appartement d'un ami un peu mieux équipé que moi et qui était rive gauche, parce que je pensais que déplacer Barthes rive droite allait être difficile. Et alors j'avais pris son livre, évidemment, beaucoup d'entre vous ont dû lire le Roland Barthes par Roland Barthes, où il évoque le j'aime, je n'aime pas. Et j'avais choisi évidemment des choses qu'il aimait, dont un vin difficile à trouver, qui était du Bouzy, un vin rouge de Champagne que j'avais été chercher, j'avais eu du mal à le trouver. Et donc j'avais préparé ce repas, mais il ne s'est pas rendu compte que j'avais puisé tout dans le j'aime, je n'aime pas. Donc à chaque plat, il disait mais quelle chance, alors j'adore les pêches, enfin j'adore l'agneau. Et évidemment, j'avais eu mon livre de recettes. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que j'étais à l'époque un peu... comment dire, un propagandiste de la nouvelle cuisine. Donc, je tenais à faire passer cette idée d'une cuisine presque sans farine, avec le moins de farine possible, éviter soigneusement les roux, avec le moins de gras possible, moins de crème, etc. Et donc, Barthes, dont on sait qu'il était un peu hanté par le problème de la rondeur ou de la maigreur, qui variait suivant les époques, avec des régimes successifs, succès relatif comme tous les régimes. Donc Barthes m'écoute, goûte et apprécie. Et puis, quelques jours après, j'entends un commentaire par un de mes amis auquel il a dit, alors, qui lui demande alors comment c'était le repas chez Benoît Peeters. C'était très, très fin, très délicat. Un rien ascétique peut-être. Et quelques jours après encore, je recroise Barthes rue du Cherche-Midi devant la rôtisserie du Monet, un restaurant de cuisine du Sud-Ouest. Et donc je dis, peut-être ne cherchait-il pas la modernité jusque dans son assiette. Voilà, il y avait le goût quand même d'une cuisine du Sud-Ouest, et donc mon effort d'évangélisation n'avait pas... tout à fait réussi. En même temps, et je tiens à le dire, parce que Barthes est un de ceux qui m'a éveillé à la cuisine. Il a écrit une très belle préface à Brillat-Savarin, et il a surtout écrit dans l'Empire des Signes, le livre sur le Japon, des pages qui sont parmi les plus belles jamais écrites sur la cuisine. C'est une époque où on ne connaissait pas la cuisine japonaise en France. Il n'y avait pas de restaurant, puis il y en a eu un à Paris. Lui a découvert la cuisine japonaise sur place lors de plusieurs voyages, et l'a décrite avec un soin, une sensibilité dont je trouve écho aujourd'hui dans un travail comme celui de Ryoko Sekiguchi. C'est-à-dire, il a su parler de cette cuisine et décrire une cuisine que nous ne mangions pas, que nous ne connaissions pas, avec une attention aux couleurs, aux consistances, au faire devant le mangeur. Et donc voilà, là, si peut-être j'aurais peut-être mieux fait de lui servir, je ne sais pas, une côte de veau au mori, mais l'éveil esthétique qu'il m'avait procuré avant et après en relisant dans l'Empire des Signes, que je vous invite à relire, qui est vraiment un livre sublime, c'était une des plus belles façons de parler de la cuisine. Je voudrais juste ajouter un détail par rapport à tout cela, c'est que dans le dialogue entre la haute cuisine et l'art, il y a peut-être
une limite, un point qu'il faut interroger, c'est que si l'art, depuis, je ne sais pas, Manet peut-être, et depuis Baudelaire en littérature, s'est confronté à la question de la laideur, à la question de déplaire, c'est probablement une des limites de la réussite esthétique de la cuisine. Elle ne peut quand même pas déplaire. Et autant on peut jouer avec le laid, jouer avec le mauvais, le dégueulasse, le plat beau, mais qui volontairement, ce ne serait pas le plat raté, mais le plat provocateur, disons, me semble quand même plus difficile à faire, en tout cas pour un restaurateur professionnel. Ce serait formidable d'avoir quelqu'un qui ouvrirait un restaurant où tout aurait l'air merveilleux, mais où régulièrement les goûts seraient atroces. Je pense que c'est une expérience difficile à tenter, peut-être dans le cadre d'une exposition. Emeline Aubry avait une anecdote, je crois, à nous raconter à ce sujet. Moi, j'ai fait l'expérience du très mauvais dans un restaurant 2 étoiles, donc c'était pas du tout c'était pas l'objectif, c'était pas voulu, mais c'est un des repas qui m'a le plus marqué parce que on a fait l'expérience de la noirceur, de la dépression du chef, mais au sens littéral du terme. On s'est bien rendu compte en franchissant les portes du restaurant visiblement il y avait un problème dans ce restaurant parce que le chef, on le voit traverser sa salle de restaurant livide, un fantôme de lui-même, il n'y a personne dans le restaurant, on voit bien que ça ne marche pas très bien. Et il nous fait déguster des plats mais dont la saveur, l'amertume, la noirceur, la bile était présente mais à chaque plat, quoi. C'était incroyable. On a été très malades, mais vraiment. Et non mais c'est vrai, on a mangé, ça a commencé avec des pommes de terre au vinaigre qui accompagnaient un homard, et puis ensuite il y avait des baies de sureau avec une viande. Les baies de sureau c'est comestible moyennement, mais il faut qu'elles soient très bien cuites pour que ce soit comestible. Bref, on a été malades comme des chiens toute la nuit, mais on a eu cette expérience assez unique qui heureusement se représente rarement parce que la douloureuse était quand même, l'addition était quand même assez élevée, mais c'est une très belle expérience. Partage de la dépression. Mais ouais, bah ouais. Mais quand on est cuisinier, on fait état d'âme aussi, et ça m'est arrivé de différentes façons, mais d'avoir vraiment l'impression de partager des moments d'intimité avec le cuisinier qui impulse et qui transmet ses émotions. Et comme chez le psy, il faut payer à la fin. Ouais, exactement. Mais effectivement, c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi sur le terrain du cuisinier aubergiste. Puisque tout à l'heure, on a parlé, et vous en avez parlé, professeur, de la dimension économique de l'entreprise, que c'est qu'un restaurant, et c'est quelque chose que Michel Guérard raconte très bien dans le livre d'entretien que vous avez réalisé avec lui, et notamment, il parle aussi du service à l'assiette, qui me semble être quelque chose de très important dans l'appréhension artistique de la cuisine, puisque ça permet au cuisinier de dresser l'assiette exactement comme il le souhaite pour que l'assiette produise un impact visuel sur le convive, avec les cloches qui permettent de garder à la fois le plat éventuellement chaud et aussi de garder la surprise et que tous les convives de la table puissent découvrir en même temps le plat. Et c'est au départ une contrainte liée à la taille de sa cuisine, etc., qui l'empêche, quand il est dans son restaurant de banlieue, d'Asnières, de pouvoir... et donc il invente finalement, contraint par ces contraintes extrêmement matérielles, en fait, le service à l'assiette qui va s'avérer déterminant finalement pour dans la nouvelle cuisine. Un mot là-dessus, d'ailleurs, on va passer du service à l'assiette peu à peu au menu dégustation, qui est une chose qui n'existait pas. Pendant longtemps, on a mangé à la carte où on avait des menus à options assez nombreuses. Et on arrive aujourd'hui, et c'est peut-être une des limites et un des risques de la cuisine spectacle et de la très haute cuisine, à une démonstration par un menu carte blanche ou quelque chose de 10 plats, 12 plats, 15 plats, imposé sauf allergie signalée. Et pour Michel Guérard, qui vient d'une ancienne école, c'est un peu une aberration. C'est-à-dire qu'il reste quand même chez lui et chez d'autres chefs, je crois, cette idée de l'aubergiste qui reçoit et qui veut faire plaisir. Et la même chose ne fera pas plaisir à tous. Les appétits ne sont pas tous équivalents. On peut chacun avoir des préférences. Et donc, cette idée du spectacle culinaire, si vous allez voir une pièce de théâtre, vous n'allez pas dire « moi, l'acte 3, je m'en passerai ou je préférerais éviter tel type de musique d'accompagnement ». Non, on accepte que le spectacle se déroule sans nous. Et pour la cuisine, c'est peut-être alors un devenir un peu
une esthétisation un peu naïve, quoi. C'est-à-dire, je vais imposer ma personnalité d'un bout à l'autre, dans le choix de la vaisselle, dans le rythme du menu et dans les choses réalisées. Et je crois que c'est une extension du service à l'assiette, en fait. Hein. C'est pousser jusqu'à dans la syntaxe du repas ce qui était vécu dans la disposition du plat. Et en quoi c'est davantage un problème que quand on voit une exposition, par exemple ? Parce qu'il reste dans la cuisine une dimension plus archaïque et affective qui, à mon avis, renvoie à autre chose. D'ailleurs, personnellement, archaïque aussi, hein, vous savez. Oui, personnellement, par exemple, je reviendrai à une idée qui a un peu disparu avec la haute cuisine, qui est celle du plat partagé. C'est-à-dire que l'idée du plat posé sur la table et partagé. Il y a des chefs, beaucoup de chefs. Voilà, ça revient comme une réaction à peut-être cette parcellisation du repas, cette séquentialisation du repas. L'idée que manger ensemble la même chose, dans une certaine mesure, est aussi une expérience très forte, qui n'exclut pas le raffinement, hein, bien sûr, mais qui exclut peut-être certains maniérismes. Pas forcément, parce que ça existe dans des deux étoiles Michelin. Hein. Je pense à Néolocal à Istanbul, par exemple. C'est systématique. En fait, il y a vraiment, c'est un partage de toute la table. Voilà. Donc c'est intéressant aussi parce on est revenu, et vous en avez aussi parlé, professeur, à cette dimension littéraire, aussi pour rendre compte de la cuisine. Vous l'avez cité. Moi, je voudrais vous inciter à lire, puisqu'on a parlé plusieurs fois de Ferran Adrià, un texte qu'a écrit le romancier américain Jay McInerney dans un livre qui s'appelle Bacchus et moi, qui est un livre essentiellement consacré au vin, mais où à la fin, il y a un long texte où il raconte un dîner chez Ferran Adrià. Et d'ailleurs, il revient aussi sur les raisons de sa fermeture, etc. Et c'est excessivement intéressant, et aussi de le lire en parallèle avec ce qui est devenu l'art. Mais justement, on va finir la table ronde là-dessus et ensuite on va passer aux questions au public. Mais Nicolas, vous avez effleuré, mais je pense que c'est intéressant de le dire un peu plus profondément, justement, parce que vous parlez de la bouche, et vous avez fait une exposition avec des cuisiniers, et donc les artistes, mais avec des cuisiniers, où vous avez dû rendre compte, faire des choix très forts pour rendre compte visuellement dans une exposition de ce que pouvait être l'expérience gustative qu'on pouvait avoir dans ces restaurants. Oui, en fait, c'est une traduction en fait, visuelle ou formelle de leur activité en fait, qui relève pour le coup de l'art, qui est leur cuisine. En fait. Mais Rodolfo Guzman, en fait, il fait des photos en fait, à partir de ses plats, généralement, mais il ne considère pas ça comme des œuvres. Son œuvre, ça se passe dans la salle du restaurant. Mais c'est un objet qui a un statut intermédiaire, comme une sorte d'accompagnement visuel. Et il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui travaillent sur cet accompagnement visuel. Ferran Adrià, on a exposé justement ses carnets. En fait, les dessins de Ferran Adrià sont absolument incroyables. Et ils accompagnent, en fait, c'est une sorte de note mineure, en fait, dans leur pratique. Et j'étais assez étonné de voir à quel point c'est répandu. En fait, et c'est ça qui m'a le plus étonné au départ. C'est Andrea Petrini qui m'a initié à cet univers-là. Et j'étais vraiment frappé. Les carnets de bras, par exemple, sont incroyables aussi. C'est un très, très bon dessinateur. Mais ça ne lui viendrait pas à l'idée de montrer ça en public. Il a fallu lui arracher presque. Il y a un cookbook 3 en préparation où ça pourrait venir L'exposition telle qu'elle était à Montpellier, en fait, il y a une tournée en Chine, mais pas de chance, en fait, ça a commencé début 2020. Voilà. Donc on attend un petit peu la suite, voilà. D'accord. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon. On n'a sans doute pas parlé de toutes les dimensions intéressantes de ce sujet complexe et vaste qu'on avait choisi ce soir pour notre débat. Donc je compte maintenant sur vos questions pour éclairer certaines zones qui resteraient obscures ou pour ouvrir la discussion sur d'autres aspects de ces thèmes. Alors c'est toujours la première question qui est la plus... qu'il faut attendre. Ben voilà, très bien. Attends, on va vous donner un micro parce qu'on est enregistré pour que la chaîne YouTube de la DAGP puisse retransmettre ce débat et on ne vous entendra pas sinon. Bien, je me présente Claude CS et je suis sculpteur. En concluriez-vous que c'est de l'art, la cuisine? Moi pas. Quand j'ai eu la chance d'aller chez des très grands cuisiniers, j'ai toujours terminé mon repas extasié en me disant c'est du grand art. Mais c'est pas de l'art. C'est pas ce qu'on peut appeler de l'art. Voilà, c'est tout ce que mais pour quelle raison? Faut que vous nous éclairiez, tout simplement parce que
comme disait un peu monsieur, il n'y a pas la douleur, il n'y a pas la solitude, il n'y a pas tout ce qui fait la chair d'un artiste. C'est de la représentation, énormément de représentation. C'est une forme mineure d'art, pour moi. Je pense, je vais laisser répondre nos intervenants, mais je crois qu'il y a quand même des chefs comme Olivier Rollinger, on en parlait, ou Marc Vera, ou même Pierre Gagnère, qui pourtant font référence à leur... Non, alors, moi, je connais pas trop d'art mineur, en fait. Je me rends compte, il y a plutôt des individus mineurs, peut-être, davantage. Mais je préfère un cuisinier génial qu'un artiste chiant. Bon. Ça, mais moi aussi. Voilà. Mais moi aussi. Mais il faudrait commencer par définir ce que c'est que l'art. Eh bien, comme je disais au début, il n'y a pas de définition. Comme disait Heidegger, l'art, c'est ce que font les artistes. Et les artistes, c'est quoi? C'est les gens qui font de l'art. Mais cette définition, elle change selon chaque contexte social depuis l'aube des temps. Donc c'est extrêmement... On ne peut pas codifier et dire, voilà, l'art, c'est ça. Franchement, on est d'accord, Stéphane, ça va être difficile. Ou alors, il faut y passer une bonne quinzaine de jours. Mais... je m'exprime certainement très mal. Mais pour moi, ça n'atteint pas la dimension... comment dire ça peut, je trouve. Mais bon, oui. Je pense que, par exemple, je voulais poser la question tout à l'heure à Émilie Aubry, qui nous a dit qu'elle avait eu la chance, elle s'est donné les moyens d'avoir la chance de voyager à travers le monde pour goûter toutes ces cuisines. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ah, là, ça valait non pas le détour, mais carrément le voyage, c'est-à-dire il y a un plat dont je me rappelle, dont vous vous rappelez encore? Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais alors, par exemple, j'aimerais vous citer, peut-être que vous avez entendu parler de Paul Perret à l'ultraviolet de Shanghai, qui est une expérience immersive, multisensorielle. Bon, là, si c'est pas de l'art, je sais pas, mais moi, je suis allée à l'autre bout du monde, en Australie. À Melbourne, exactement, dans un restaurant très réputé. Andrea Petrini connaît très bien tout ça. Bref, il est dans la map monde des très gros restaurants. Et au moment du dessert, on annonce le dessert, balade dans les Pyrénées. Mais je suis à Melbourne, je fais, qu'est-ce que le chef me parle des Pyrénées? Des Pyrénées. Et je connais bien les Pyrénées, c'est là où je passe même mes vacances depuis ma plus tendre enfance. Bref. Instantanément, le plat est très beau visuellement, parce que bien sûr, dans ce genre d'établissement, les plats sont très beaux visuellement. La première bouchée me percute et me transporte dans les Pyrénées, dans la grange, instantanément, quoi. Et c'est une émotion énorme, qui ne parle peut-être qu'à moi, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une expérience dont je me souviendrai, mais toute ma vie, en fait. Et ça, c'est de l'art pour moi, c'est de l'art. C'est de l'art, certes, éphémère, parce qu'une fois que j'ai fini mon assiette, il n'en reste plus rien, si ce n'est le souvenir gravé pour le reste de ma vie, quoi. Donc, ouais, c'était une expérience qui relève pour moi de l'art. Alors, je suis d'accord avec vous que si vous allez au restaurant et que vous mangez la cuisine d'un chef, vous dites, ah, j'ai bien mangé, j'ai plus faim, ça, c'est pas de l'art, hein. Vous avez juste bien mangé, et c'est la fonction première d'un cuisinier, hein, je dirais. Mais quand un chef sublime sa discipline d'artisan et que vous n'en sortez pas indemne, il s'est passé quelque chose qui relève du domaine de l'art, voilà, tout simplement. Juste en 30 secondes, j'ai juste relevé une expression que vous venez d'employer qui, pour moi, est extrêmement caractéristique. Ça ne parle qu'à moi. Et je pense que cette expérience du ça ne parle qu'à moi, c'est quelque chose qui est typiquement, qui relève justement. Mais comme devant un tableau, enfin, c'est ce que comme dit Nicolas. Devant un tableau, c'est exactement ça relève de l'art, ça. c'est ce que dit Nicolas. Madame, vous savez que les juristes sont obsédés textuels. Alors, dans votre sens, il y a en France des règles sur le secteur de l'artisanat, comme vous le savez, et on distingue dans la nomenclature les artisans tout court et les artisans d'art. On a ouvert la possibilité aux cuisiniers depuis quelques années seulement de s'inscrire donc dans la nomenclature. Et ils ne peuvent s'inscrire que dans la catégorie d'artisans et non pas dans la catégorie artisan d'art. Un perruquier est un artisan d'art. Un coiffeur est un artisan. Il ne peut pas prétendre artisan d'art. Un créateur de fleurs artificielles est un artisan d'art. Un fleuriste est un artisan.
Vous voyez la différence? C'est que perruquier et coiffeur, l'éphémère, le créateur de fleurs artificielles et le fleuriste, éphémère. La cuisine est éphémère. Donc, les cuisiniers ne peuvent pas prétendre à la qualité d'artisan d'art aujourd'hui dans les textes. Moi, je ne parle qu'en juriste. Terminez, madame, et puis après, on va passer à d'autres questions, parce que... Pour en revenir, je vous disais que c'est des émotions personnelles. Alors, c'est peut-être là où le bas blesse, parce que quand vous êtes devant la Pietà de Michel-Ange, quelle que soit votre culture, vous avez une émotion universelle comme devant une montagne. Tout le monde... Quelle que soit votre culture? Oui, quelle que soit la culture. Et quelle que soit votre culture et votre religion. Ça, j'en suis persuadée. Il y a la même chose d'un poteau d'Ayak, mais aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit davantage vrai. Mais c'est pas éphémère. Vous avez, c'est comme dans le Tim Sum, c'est l'espace. La grâce vient entre l'espace du regardeur et la pièce, le chef-d'œuvre. Donc c'est dans cet espace-là. Dans la cuisine, il n'y a pas d'espace où vibrer. C'est une vibration personnelle. Merci de cette appréciation. Il y a d'autres questions. Ah bah voilà, plein de questions. Attention. Une question derrière, ici, 3e rang, milieu 3e rang, voilà. S'il vous plaît. Oui, vous vouliez poser une question? Non? Ah bon, d'accord. Moi, il me semble que tous les 5 sens qui nous font, comme êtres humains, ont chacun leur art. Et la cuisine, c'est aussi bien le goût que l'odorat. Et c'est là où j'étais choquée que l'Europe ne considère pas ça quand même. On n'en a rien à foutre, ça prouve bien qu'ils ne sont pas très compétents, mais voilà, on reste avec chaque art à ce côté non conceptuel qui fait que c'est de l'art. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, il y a une amie, Denise Beaulieu, qui fait un blog magnifique de critique justement de parfum, qui s'appelle Grain de Musc. Parce que ça aussi, ça n'a pas de critique, en fait. Il faut l'inventer. Voilà. Et d'ailleurs, Nicolas Bourriaud disait tout à l'heure qu'un critique peut tout à fait décrire un Giscourt 61, mais à l'inverse, un critique ou un amateur peut reconnaître un Giscourt 61, ce qui montre bien que son caractère unique est reconnaissable. Donc il me semble que c'est pour ça qu'on bondissait tout à l'heure quand les arguments juridiques étaient opposés sur cette question. Au fond de la salle. Merci à tous, c'est passionnant. Je voudrais répondre du tac au tac à la première question, si vous vous souvenez, et vous demander, à la salle ou au plateau, est-ce que l'art est de la cuisine? Est-ce que l'art n'est que de la cuisine? Est-ce que l'art n'est pas du tout de la cuisine? Est-ce que l'art est peut-être de la cuisine? À débattre. En tout cas, quand c'est bon, tout va bien. C'est une question qu'on a un petit peu évoquée avec Mireille Blanc. Alors je crois qu'on est déjà un petit peu en retard. Alors avant de vous libérer complètement et de vous laisser accéder aux merveilles que vous pouvez peut-être déjà entreapercevoir à travers les portes, je voudrais justement vous dire un mot sur cette surprise que nous a réservée la DAGP grâce à la levée d'un certain nombre de contraintes sanitaires qui n'ont pas permis ni à la DAGP ni à Dorothée Sels, puisque c'est elle dont il s'agit, d'exercer leur art pleinement dans ces 2 dernières années. Donc on mesure tout à fait la chance qui est la nôtre de pouvoir accéder à cette dégustation du goût de l'éphémère, qui est le titre de l'installation que Dorothée Sels a réalisée ce soir exclusivement pour la DAGP. C'est une création originale, unique, qui ne vivra que ce soir pour vous qui êtes venus nous écouter. Donc je vous dis 2 mots sur Dorothée Sels, qui nous a rejoint dans la salle une fois qu'elle a terminé son œuvre, puisqu'elle a voulu qu'on arrive devant ces tables vides, noires, justement pour avoir ce choc, cette surprise, tous ensemble, d'aller partager sa création. Dorothée Sels est une artiste qui expose depuis longtemps. Une de ses premières expositions était en 1967 au Musée des Arts Décoratifs à l'invitation du grand commissaire d'exposition Harald Zeman pour une exposition qui s'appelait Science-Fiction. Elle a créé ensuite avec l'artiste catalan Antoni Miralda un duo de traiteurs coloristes et avec lequel elle organisait des performances, des rituels appelés cérémoniales autour de la dégustation, souvent en collaboration avec 2 autres artistes dont on a la chance d'en avoir un présent ici, Johan Rabascal. Depuis ce duo, je veux dire,
par ailleurs réalisé aussi de véritables sculptures comestibles. En 1971, ils sont invités par Daniel Spoeri, dont on a déjà parlé plusieurs fois, dans la Hit Art Gallery de Düsseldorf, où ils réalisent simultanément une exposition de cakes et gâteaux paysages et un banquet. En 1978, je le précise parce qu'on a parlé de l'exposition Cookbook, mais en 1978, Dorothée Sels était là aussi précurseur, puisqu'elle était commissaire, toujours au Musée des Arts Décoratifs, d'une exposition qui a fait date, qui s'appelait Sucre d'art, où elle confrontait à la fois l'art populaire, l'art brut, des créations rituelles extra-occidentales et de l'art contemporain comestibles, et spécifiquement sucrés. Depuis lors, elle expose ces créations qui ont toujours un lien avec la nourriture, même quand il s'agit de tableaux ou de photographies, et réalise régulièrement des sculptures monumentales comestibles éphémères, notamment dans des lieux de culture, mais pas que, et récemment encore au Centre Pompidou-Metz, à la Biennale de Venise ou au Palais de Tokyo. Elle a donc réalisé ce soir avec son équipe le goût de l'éphémère, que nous allons maintenant, grâce à la DAGP, que je remercie pour son accueil et pour cette initiative, pouvoir déguster. Dorothée va nous présenter son installation en quelques mots et ensuite nous pourrons aller la déguster. Bonsoir Dorothée. Avec un micro. Ah mon Dieu. Peut-être. Bonjour. Ouh. Bien, alors, oui, je vous ai imaginé une petite surprise qui mêle le visuel, enfin tous les sens, parce que précisément depuis très très longtemps, je m'intéresse à tous les sens, dans tous les sens du mot. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des choses, comme on dit, comme jeune artiste, j'avais découvert, je suis obligée de vous donner une ou deux indications qui m'avaient frappée, j'avais découvert dans les années 66 des collages de Bernard Récuchot, qui était un artiste très curieux de cette époque, et qui faisait des collages avec, en arrachant des images et des photographies de nourriture qu'on pouvait voir dans les magazines. Et j'avais été frappée que par ces collages, parce que je connaissais beaucoup d'autres collages à l'époque, il utilise le comestible, justement. Et déjà, je m'intéressais à tout ce qui nous environne et à essayer de modifier un peu ce qui nous entoure et que l'ordinaire puisse peut-être être un sujet pour mon imaginaire et pour que ça devienne peut-être, je dis bien peut-être, extraordinaire. Voilà, c'est simplement deux mots. Donc j'ai commencé à me dire que le comestible pouvait être utilisable comme matériau, mais il faut entendre le mot matériau dans un sens très large, c'est-à-dire que non pas représenter en peinture quelque chose de comestible, mais que le comestible lui-même devienne le support et le matériau que l'on puisse voir et surtout que l'on puisse goûter, humer et ingérer. Et c'est là où interviennent tous les sens dont je vous parlais. Donc voilà, ça c'est juste une brève introduction. Donc ce que j'ai imaginé pour vous aujourd'hui, c'est un peu comme une réduction de sculptures, j'appelle cela sculptures éphémères comestibles, donc qui sont installées sur table. Et il y a plein de saveurs différentes que l'on peut goûter. Je voudrais remercier le chef et traiteur Sophie Druet de la Mana et son équipe. Et j'aimerais remercier toute mon équipe qui a travaillé avec moi pour ça. Voilà. Tu veux me... Non, merci Dorothée. Voilà. Je crois que c'était une soirée très dense, beaucoup d'invités. Merci beaucoup à tous nos invités d'être là et pour ces échanges passionnants. Et la soirée continue.